Âgé de 66 ans, notre invité est un avocat, écrivain, enseignant et homme politique ivoirien. Figure importante du Rassemblement des Républicains, le RDR, il a été de toutes les batailles aux côtés de son mentor, Alassane Ouattara, de l'opposition jusqu'à l'accession du pouvoir d'État. Ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ex-ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Ibrahima Cissé Bakongo est l'actuel ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. L'homme est depuis 2018 maire de la commune de Koumassi et depuis mars dernier le député de cette cité au sud d'Abidjan. Son parcours politique, ses combats, ses projets et ambitions, quel commentaire fait-il de l'actualité politique marquée par plusieurs sujets brûlants? Cissé Ibrahima Bakongo nous répondra, on l'espère, sans réserve. Sans réserve. Ministre Cissé Bakongo, bonsoir. Bonsoir Ali Diarsouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose d'avouer à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Né le 8 mars 1955 à Mankono, Cissé Ibrahima Bakongo, ou CIB, fait ses études primaires et secondaires à Mankono et Katiola. Au plan professionnel, il fait un tour à l'enseignement primaire, en tant qu'instituteur adjoint, puis instituteur titulaire de 1975 à 1982. Cissé Ibrahima Bakongo s'envole pour la France le 17 octobre 1982, où il entamera des études supérieures à l'Université des sciences sociales de Toulouse. Titulaire d'un doctorat, thèse unique de droit des affaires obtenu le 27 juin 1990, il a travaillé dans plusieurs cabinets d'avocats. Parallèlement, il enseigne à l'Université de Cocody de 1990 à 2001 comme assistant, puis chargé de cours de droit des affaires. Au plan politique, Cissé Ibrahima Bakongo adhère aux premières heures au Rassemblement des Républicains, RDR, où il a occupé plusieurs postes. Suite à son élection à la tête du parti, le président Alassane Ouattara le nomme à son cabinet en qualité de directeur de cabinet adjoint, poste qu'il occupe cumulativement avec celui de secrétaire national chargé des affaires juridiques et institutionnelles de 2000 à 2005. Il a occupé au sein du gouvernement les portefeuilles de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la fonction publique et la réforme administrative. Il est actuellement ministre auprès du président de la République, chargé des affaires politiques. Cadre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Cissé Ibrahima Bakongo est l'actuel député maire de Koumassi. Il imprime sa marque, transforme cette commune, améliore profondément son cadre de vie. Une véritable métamorphose qui lui a valu plusieurs distinctions, comme le prix d'excellence de la lutte contre le désordre urbain. Cissé Ibrahima Bakongo, bonsoir. Bonsoir, Ali Diarsouba. Alors, pourquoi ce silence? On ne vous entend pas beaucoup ces derniers temps, depuis un moment. Oui, j'ai volontairement voulu me faire économe de mon propos. Et avec ma cellule de communication, nous avons décidé de parler plutôt par les actes. Et donc, c'est cette discipline que je me suis imposée à moi-même qui a fait penser aux uns aux autres que j'étais devenu aphone. Et pourtant, je ne suis pas aphone, j'ai parlé par les actes. On se rend bien compte. Alors peut-être aussi qu'on ne vous entendait pas parce que vous ne vouliez pas donner du grain à moudre à ce débat qui est né de l'interprétation de la Constitution à la faveur de l'élection présidentielle de 2020. Non, il n'en est rien, absolument rien. C'était un débat pour moi qui n'avait absolument aucun sens. Ceux qui menaient ce débat, je peux dire qu'ils le menaient au-dessus de leur force, parce que le droit est une discipline, ne s'y faute pas qui veut. Je suis intervenu sur le troisième mandat du président, et je le dis ici de façon ouverte, sans aucune cachotterie. Bien sûr. Au même titre que Ouraga Obou, au même titre que Sansan Kambilé, au même titre que les autres membres du comité d'experts mis en place par le président de la République. J'ai donné une position qui était la même, d'ailleurs, que les autres. Mais vous savez bien, en droit, il y a des philosophes du droit qui disent que le droit est comme une note de musique. Une note de musique. Le droit est comme une note de musique. Il appartient à celui qui le dit de faire en sorte que son son plaise. Alors, j'ai donné une position qui n'était pas parole d'évangile. C'était qu'une interprétation des textes. Et j'ai fait un article, pour ne pas dire deux articles, pour préciser que ce n'était qu'une position, mais qui pouvait être contredite par d'autres. Ce qui d'ailleurs a été le cas aussi bien par des juristes ivoiriens que des juristes à l'international. Et enfin, j'ai dit que la seule position qui va trancher définitivement sur cette question sera celle
du Conseil constitutionnel, ce qui a été fait également. Donc, je ne me suis pas dédié, je n'ai pas manqué de courage, contrairement à ce que j'ai entendu. Je ne suis pas un homme à me défroquer. Je ne suis pas homme à me défroquer, je le dis bien, j'assume toujours mes positions. Certains auraient tout simplement voulu que je vienne sur la place publique dire à la face du monde que celui que j'ai choisi volontairement comme étant le président de mon parti, celui que j'ai décidé volontairement de suivre, que ce dernier, disons, bon, D'accord. voilà, n'a pas dit la vérité sur une question ou une autre. Même si c'était le cas par discipline du parti, je ne ferais pas ce que les uns et les autres On attendaient. vous a bien compris sur ce point. Cissé Ibrahim Bakongo, et si on commentait un peu l'actualité nationale, Volontiers. marquée par la naissance d'un mouvement dit de l'Union du Grand Nord. C'est ça. C'est une question qui suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. On estime que c'est un repli identitaire qui peut être dangereux pour la bonne santé de la cohésion sociale. Commentaire? Oui, mais je lis des interventions sur la presse en ligne, mais aujourd'hui même encore, j'ai lu une contribution de l'ancien préfet d'Abidjan. Tout cela m'amuse. Cela m'amuse parce que l'Union des cadres élus du Grand Nord, ce n'est qu'une association, comme il en existe 1000, pour ne pas dire des milliers dans notre pays. Pour l'histoire, sachez tout simplement que dans ce pays, il a existé différents cercles regroupant donc des régions de la Côte d'Ivoire, le cercle du Grand Ouest. Le cercle du Grand Ouest a existé. Le président du cercle du Grand Ouest, c'était le ministre d'État Émile Constant Bombé. Il y a eu également une autre union. Il y a eu également une autre union, l'union des originaires des 6 cercles de l'Ouest, créée en octobre 1944. Il y a aujourd'hui l'association des Akans, qui existe, qui fonctionne. Il y a l'association des élus et cadres du PDCI. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est une association comme toutes les autres. Je dis tout simplement que ce n'est ni la première ni la seule association régionale qui ne remet pas en cause, contrairement à ce que certains prétendent, les dispositions de l'article 49 de la Constitution qui disent que la République est une et indivisible. En quoi une association régionale, une mutuelle de développement peut mettre en cause l'unité du pays ou l'indivisibilité de la République, en quoi? Donc, on est en train tout simplement de susciter une tempête dans un verre d'eau sur une question qui n'en vaut pas la peine. Très bien. Alors, cette union du Grand Nord serait portée par le ministre Gilbert Kone-Kafana. C'est ça. Il se dit qu'avec lui, vous constituez une task force, un comité ad hoc, en vue de la restructuration du parti, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Beaucoup de bruit de couloir sur cette affaire de restructuration. Qu'en est-il réellement, Cissé Bakongo? Alors, non, d'abord, je veux préciser qu'il n'y a absolument aucun rapport entre l'union des cadres et il n'y a pas de rapport, c'est moi qui trouve une transition pour parler de Gilbert Kafana. D'accord. Mais sinon, la restructuration du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Vous vous souvenez, le parti a été créé le 16 juillet 2018. Et juste après quelques mois, nous sommes allés aux élections municipales et régionales. Et 1 an et demi après, aux présidentielles. Bien sûr qu'aujourd'hui, en regardant le bilan que nous avons, le bilan donc de notre parcours, on peut dire que le parti a glané beaucoup de lauriers. Mais de nouvelles élections arrivent, de nouvelles échéances arrivent en 2023 d'abord, les municipales et les régionales, ensuite en 2025. Il faut donc que le parti se réorganise, que le parti s'organise, que le parti se renforce, que le parti se bonifie, que le parti, j'allais dire, fasse en sorte que ces échéances soient remportées haut les mains. C'est dans cette perspective que le président du parti a donné instruction à la direction exécutive de conduire des missions un peu partout sur le terrain. Et ces missions étant revenues avec des rapports, le président, sur la base de ces rapports, a mis en place un comité à l'effet de
d'examiner non seulement les difficultés qui ont été recensées sur le terrain, mais également de voir quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ces difficultés. Avant certainement une convention, avant également un congrès. Donc ce qui se passe s'inscrit dans l'ordre normal du fonctionnement d'un parti. Il y a aussi le débat sur la limitation d'âge qui a sauté, le verrou a sauté en 2016 dans la Constitution. C'est ça. Un verrou qui avait été mis en place à l'aube des années 2000. Aujourd'hui, le débat refait surface parce que pour beaucoup d'Ivoiriens et observateurs, les trois elders de la politique ivoirienne, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, devraient se retirer au profit d'une nouvelle génération. Alors, première question, est-ce que vous êtes favorable à cette limitation d'âge? Alors, je voudrais vraiment vous répondre sans faux fuyant. Dites-nous, sans réserve. Je vais vous répondre sans faux fuyant. Ce genre de débat, lorsque on est militant cadre de mon niveau dans un parti, on le mène d'abord au sein de son parti avant de sortir. Mais vous me posez la question, je ne vais pas me débiner. Je suis, en tout cas, je prétends être un intellectuel, je le prétends. Et donc, de ce point de vue, la position que je vous donne est la mienne. C'est cela. Pas celle du président, pas celle de mon parti, pas celle d'une quelconque instance. Au moins, ça a l'avantage d'être très clair. J'ai, en 2015-2016, produit un article dans lequel j'ai donné ma position sur ces différentes questions. Pour moi, les questions de limitation sont antidémocratiques. Pour moi, la limitation du nombre de mandats est antidémocratique. Lorsque j'ai écrit cet article, j'ai fait l'objet de la part de gens qui s'essayaient au droit d'une volée de bois vert. Ils pensent que le droit, c'est les émotions. Non, il faut argumenter. Si vous n'êtes pas capable d'argumenter... Et quels sont vos arguments? Pour moi, la limitation, d'abord, sans jeu de mots, réduit le choix ou limite le choix du peuple. Le peuple qui est le seul souverain, c'est lui qui détient le pouvoir, qui le donne à qui il veut, qui l'arrache des mains de qui il veut. Alors, réduire le nombre de candidats sous prétexte que, ou bien ils ont fait 2 mandats, ou alors qu'ils ont atteint un certain nombre d'années, c'est enlever la possibilité au peuple de choisir qui il veut. Ça, c'est de deux. Si ces limitations continuent de s'appliquer, on peut se retrouver dans une situation où on va élire un président par défaut, c'est-à-dire à défaut de mieux. Et nous sommes bien placés dans notre pays pour savoir ce à quoi ça peut conduire. Élire un président par défaut. Certains peuvent vous dire, vous rétorquer, que vous caressez peut-être le vœu au sein du RHDP de voir le président Ouattara se représenter en 2025. C'est pour cela que vous dites que vous n'avez pas de problème. C'est un raccourci dangereux, puisque l'article que j'ai fait et auquel je me réfère date de 2015-2016. Il peut être retrouvé dans les journaux de la place. Voilà, donc ça n'a absolument rien à voir avec un quelconque vœu que je caresserais. D'accord. À savoir que le président de la République, du reste, qui a fait un travail ou qui est en train de faire un travail remarquable pour les Ivoiriens, se représente. Cissé Ibrahim Bakongo, comment vous avez rencontré Alassane Ouattara? Quand on dit votre nom, tout de suite on pense lieutenant d'Alassane Ouattara. Comment vous l'avez rencontré? Comment j'ai rencontré le président Alassane Ouattara? Par le puits des hasards. J'étais, j'allais dire, un fantassin de la plume, pour ne pas dire plus. J'écrivais des articles dans la presse, sans attendre d'ordre de qui que ce soit, sans attendre d'instruction de qui que ce soit. À l'époque, j'étais le DICAB de feu Jenny Kobina, secrétaire général du RDR, qui ne m'empêchait pas de faire ce que je voulais. Et donc, je faisais des articles. Et c'est ainsi que j'ai fait un article qui a plu particulièrement au président, alors en mission en Allemagne. Et de l'Allemagne, il a appelé pour dire qu'à la fin de son mandat, à la fin plutôt de sa mission, il passerait par Abidjan et sur place, il me recevrait. Ce qui a été fait, voilà comment j'ai été reçu, voilà comment j'ai rencontré le président. C'est vrai qu'à l'époque, à ces différentes arrivées ici, nous partions tous à l'aéroport, l'accueillir. Bon, mais sans plus, sans plus.
Mais la rencontre, en tant que telle, c'est donc en 98. En 1998. Très bien. Alors, il y a un pan de votre histoire qui vous lie au président Ouattara, Oui. que beaucoup de personnes évoquent. On vous a jamais entendu vous prononcer là-dessus ouvertement dans une interview télévisée. J'espère que vous allez le faire ce soir sans réserve. Alors, dans la bataille pour l'obtention du certificat de nationalité du président Ouattara, je crois que nous sommes en 2002, dans le deuxième trimestre, si mes chiffres, enfin si mes précisions sont bonnes. Et c'est vous qui vous rendez à Dimbokro pour faire établir le certificat de nationalité du président Ouattara à l'époque. Expliquez-nous ce petit pan de l'histoire. Bon, l'histoire a commencé à la résidence du président Alassane Ouattara à Blocos, où nous nous retrouvions un certain nombre, Marcel Amontano, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, Ali Koulibaly, et moi-même, et puis Ibrahim bien sûr. Ce matin, nous nous sommes retrouvés et j'ai trouvé que les visages étaient fermés, particulièrement fermés. Il n'y avait absolument aucune lumière sur le visage. Moi qui suis taquin, je n'ai pas réussi ce jour-là à décrisper l'atmosphère. À décrisper l'atmosphère, à obtenir un sourire de qui que ce soit. Et c'est ainsi que je me suis rapproché de Marcel Amontano, à qui j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes triste? Il me lâche, écoute, apparemment, tu ne suis pas les choses. J'ai dit, mais si, je suis tout. Bon, on n'arrive pas à faire le certificat de nationalité du président. Il dit, ah bon? Par naïveté, porté par la naïveté, par l'insouciance, dites tout ce que vous voulez ou entendez tout ce que vous voulez. Je lui ai balancé, j'ai dit, ben moi je vais obtenir ce certificat. Et mes gars, il dit, mais sois un peu sérieux. J'ai dit, mais je t'ai dit que je vais obtenir ce certificat. En sortant de là, ben, j'ai commencé mes consultations. La première personne que j'ai consultée, c'est un juge, Bamba, il était à Bongouanou. Voilà, Bamba. Le juge Bamba, Adama, paix à son âme, qui est décédé, c'est lui que j'ai consulté. Et il m'a dit, ben, écoute, monsieur, professeur, moi je vous établis ce certificat de nationalité aller-retour 1000 fois. Il lui a dit, mais une seule fois, ça va suffire. Bon, ça se passait donc au petit boulevard donc, de l'hôtel Ivoire, où je lui avais... je l'avais invité à un petit déjeuner bien copieux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ensuite, donc, je suis allé à Dimokro, mais en réalité, je partais à Bongouanou. Arrivé à Dimokro, il était 18h, je l'ai appelé pour lui annoncer que j'étais à Dimokro et que le lendemain, je viendrai à Bongouanou. Le discours a changé. Au téléphone, il dit, bon, en l'état actuel de la situation, professeur, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner le document demandé. Bon. Alors, la grâce divine était sur moi. Je me suis souvenu à ce moment précis que j'étais à Dimokro, la ville natale du président de la République. j'ai demandé au préfet Issa Diakité, colonel-major Issa Diakité, à passer la nuit chez lui et donc à pouvoir rencontrer la famille du président à Dimokro, ce qui a été fait. Et c'est ainsi que j'ai été mis en contact avec le juge Epifat. Mais il y a toute une partie de mon prochain livre qui retrace tout ça. Hein. D'accord, très bien. Et donc, alors, plus de 19 ans après, quand vous évoquez cet événement particulier de votre existence, quelles leçons tirez-vous de votre combat depuis l'opposition jusqu'à l'accession au pouvoir d'État? Oh, rien de particulier. J'ai été là, j'ai été au bon moment, peut-être. Voilà, j'ai été là au bon moment. Chacun de nous, en tout cas, autant que nous sommes à être autour du président, chacun a joué sa partition pour que nous arrivions là où je suis, là où nous sommes plutôt. Je ne peux pas prétendre à plus de lauriers que quiconque d'autre. Hein, voilà. Si c'est pas Congo, quels sont... Laurent Gbagbo est revenu de La Haye. C'est ça. Il a lancé son parti politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI. C'est un parti d'obédience panafricaniste, souverainiste, fidèle à Laurent Gbagbo. Quel commentaire faites-vous? Oh, je n'ai absolument aucun commentaire particulier à faire quant à la création de ce parti qui sort des entrailles, j'ai failli dire, du FPI. Bon, j'attends tout simplement que ce parti commence à agir sur le terrain pour le juger sur ses actes.
Sinon, je risque de me perdre en conjecture, comme beaucoup le font. Voilà, le président Laurent Gbagbo est revenu, il faut qu'il s'occupe. Il est en train de s'occuper sainement. En tout cas, la création d'un parti peut être considérée ainsi. Il s'occupe sainement. Il faut souhaiter tout simplement que ce parti contribue également à la réconciliation nationale, à la cohésion, processus dans lequel nous sommes actuellement. Est-ce que vous regrettez la séparation entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié? Ben, je ne regrette rien. Nous sommes en politique. La politique, n'est rien d'autre que la seule appréciation de la réalité du mois. Nous avons été avec le FPI dans le cadre du Front républicain. Je veux dire le RDR et puis le FPI. Nous avons mené un combat. C'était une alliance stratégique. Nous avons mené le combat qui est arrivé à son terme en 99, peut-être en 98, 99, le FPI, le même FPI qui était avec nous à l'époque, a noué une alliance avec le PDCI, le Front patriotique, pas le Front républicain, mais le Front patriotique. Bon, et puis après, nous sommes en 2012 aller à Paris pour signer une alliance avec le PDC et d'autres partis, qu'on appelle le RHDP et ainsi de suite. C'est la vie des partis. Les alliances scandent la vie des partis. Et donc, chaque parti apprécie la situation et en fonction donc du jugement qu'il fait donc de cette situation, il décide d'aller là où il veut pour se rapprocher davantage, pour espérer se rapprocher davantage du pouvoir. Que dites-vous du cas Guillaume Soro, proche du président Alassane Ouattara, et in fine aujourd'hui en rupture de banc avec le président Ouattara, dans les couloirs du RHDP, certains ont vite fait de dire que vous êtes proche de Guillaume Soro. Comment vous réagissez? Ben écoutez, moi j'ai dit tout à l'heure à mes collaborateurs que j'aurais décliné votre offre si cette question n'avait pas été prévu. Alors, dites-nous ça. J'aurais décliné votre offre parce que c'est un véritable procès en sorcellerie qui est fait à Bakongo. Donc, ce qui se raconte est vrai. C'est un véritable procès en sorcellerie qui est fait à Bakongo. Expliquez-nous. En réalité, ce n'est pas ni par les premiers responsables du parti, ni même par des cadre moyen, mais c'est en général sur les réseaux sociaux où des gens s'amusent à raconter ce genre de choses. C'est une véritable injure qu'on fait à Cissé Ibrahim Bakongo. Quand on tient compte de son parcours, de sa loyauté, de son combat aux côtés du président dans le cadre du RHDP, c'est une véritable injure qu'on me fait de considérer que moi je suis soroïste. Et pourquoi Soro ne serait pas bakongoïste? Au nom de quoi? Pourquoi? Enfin, il faut qu'on m'explique ça un jour. Pourquoi Soro ne pourrait pas être... Peut-être parce qu'il a affirmé son intention de briguer la magistrature suprême. Oui, ce n'est pas... Vous ne l'avez pas encore fait. Mais ce n'est pas pour accéder... Ce n'est pas parce que quelqu'un cherche à accéder au pouvoir qu'on est son partisan. Partisan, c'est-à-dire être militant d'un parti, en tout cas c'est mon cas, et être militant d'un parti, c'est de suivre des idéaux, c'est de suivre des valeurs, c'est de pousser un certain nombre de valeurs ou de vertus. Moi, je ne suis pas un individu simplement parce qu'il veut être quelqu'un, il veut être député, ou bien il veut être maire, il veut être président de la République. Je l'ai refusé de façon ouverte au RDR. J'ai refusé catégoriquement de suivre les individus. Et pourquoi c'est à cet âge, après ce parcours, que je suivrai quelqu'un? Non, je ne le ferai pas du tout. La seule chose à retenir, c'est que j'étais dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, grâce à Dieu, grâce au président Alassane Ouattara, comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Soro Guillaume a été ministre dans ce gouvernement, a été ministre à l'époque, mais il a été également Premier ministre. Donc il a été mon Premier ministre. À l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, il m'a fait encore l'honneur de me reconduire à mon poste. Et Soro Guillaume était les premiers mois Premier ministre. Et j'ai été donc son ministre. Voilà nos rapports. Très bien. Alors, bien sûr, il y a des gens qui étaient ses conseillers spéciaux,
qui le voyaient matin, midi et soir. Certains sont là actuellement, ils vivent actuellement. Ils sont là, ils sont dans notre parti, ils sont au gouvernement. Il y en a qui étaient à sa table matin, midi et soir. Il y en a qui étaient assis dans son salon matin, midi et soir. Et ce sont ceux-là qui se promènent. Est-ce qu'on n'assiste pas à une guerre de positionnement au sein du RHDP? Écoutez, que cette guerre de positionnement se déroule sans moi. Parce que je ne cherche pas à me positionner. Je suis positionné maire, député maire de Koumassi. Ça me suffit pour le moment. Koumassi, dont on va parler dans quelques instants. Si c'est Ibrahim Bakongo, il y a également le passage au ministère de l'Enseignement supérieur. Et il y a eu une affaire de 110 milliards de francs CFA pour la rénovation des universités qu'on vous colle à la peau. Expliquez-nous sans réserve. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans réserve, M. Ali Diarra-Souba, pour le respect que je dois aux Ivoiriens, sans réserve, je dis que là aussi, c'était un procès en sorcellerie. Premièrement, l'entreprise qui a fait ces travaux, Cissé Ibrahim Bakongo n'a absolument aucun pouvoir, aucune force de choisir une entreprise par, de gré à gré, enfin de lui donner de gré à gré un marché d'une telle importance. C'est impossible. Voilà. Donc l'entreprise a été choisie selon les règles de l'art. Ensuite, l'entreprise était payée pas par le ministère de l'Enseignement supérieur, ni au ministère de l'Enseignement supérieur. L'entreprise était payée directement au trésor public. L'entreprise était, j'insiste bien là-dessus, était payée directement au trésor public. Cissé Bakongo ne savait même pas combien de francs l'entreprise touchait pour chacun des paiements. Bien. Alors, on a parlé du montant. Mais le montant, les 100 et quelques milliards, intégrait à la fois les travaux, mais également les équipements. Les travaux qui ont été effectués sur l'ensemble des universités et structures d'enseignement supérieur public de Côte d'Ivoire. L'université Félix Houphouët-Boigny, avec son annexe, l'ex-ESIE de Benjerville, avec la maison, avec l'ex-MESI. Ensuite, l'université Nangua Abrogwa à Bobo, avec son annexe qui se trouve à Abobo, c'est-à-dire à côté du lycée municipal, du lycée moderne d'Abobo. L'IHA de Trècheville, l'université Pélé-Forogon de Korogo, l'université Lorignon Guédé de Daloa. Donc les fonds étaient pour cet ensemble d'infrastructures. Et à Boaké, je voudrais préciser, M. Ali Diarra-Souba, Boaké, le campus 2 n'a pas été réhabilité, a été reconstruit, puisqu'il n'existait pratiquement plus. Le campus 2 de Boaké n'existait plus. Il a été reconstruit entièrement. Les résidences universitaires à Boaké ont été reconstruites entièrement. Alors, certains se sont amusés à ce jeu en considérant que Cissé Bakongo avait fait ceci, avait fait cela. Bon, à l'époque, malheureusement, notre voix n'a pas pu porter pour donner la réplique. Mais les équipements, l'achat des équipements n'a même pas été fait par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais a été fait par, directement au niveau de la présidence. Très bien. Et donc, Cissé Bakongo a porté ce chapeau, mais de façon totalement abusive. D'accord. On vous a bien compris sur ce sujet. Le temps court et je suis obligé de passer à Koumassi. Merci. Koumassi, dont vous êtes le maire depuis 2018, le député depuis mars dernier. Alors, d'où vous est venu de porter Koumassi comme un challenge? Écoutez, je suis à Koumassi depuis 2011. Pour y avoir été envoyé par mon parti et son président, qui, lorsqu'il s'est agi de positionner les différents cadres, a demandé que je sois à Koumassi où il y avait 3 postes à prendre. Et après, bien entendu, avoir été directeur de campagne d'Abidjan Sud de 2008 à 2010, donc le président m'a demandé d'aller à Koumassi. J'ai fait donc la campagne. Dieu merci, nous avons gagné les élections. Ça n'a pas été facile, hein? En 2013, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été facile, effectivement. Chemin faisant, nous nous sommes présentés au municipal en 2013, ça n'a pas marché. C'est cela. Nous avons persisté. Nous avons décidé vraiment de nous installer à Koumassi parce que, pour moi, voir les populations de Koumassi vivre, pour certaines en tout cas, dans des zones de non-vie,
il fallait faire quelque chose. C'est-à-dire, pour moi, c'était assistance à population en danger. C'est pour cette raison qu'en 2018, mon slogan de campagne, c'était « Koumassi, autrement c'est possible ». Ce n'est pas au-dessus de nos forces, ce n'est pas au-dessus de nos intelligences de transformer Koumassi, de faire en sorte tout simplement qu'il n'y ait pas d'inondation. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Ce n'est pas par un déterminisme qu'il y avait les inondations à Koumassi. Donc, nous avons donc décidé de nous installer à Koumassi, de nous impliquer comme nous nous impliquons, de faire tout ce que nous faisons par amour pour les populations de Koumassi. Parce que nous considérons que ces populations étaient quasiment laissées pour compte. Laissées pour compte sans aucune assistance. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que nous avons, comme nous l'avons promis, nous avons réussi à leur donner leur dignité, à leur donner leur fierté. Aujourd'hui, les jeunes gens de Koumassi, filles comme garçons, peuvent dire partout à Abidjan, je suis de Koumassi, sans être complexés. Voilà, donc nous avons fait tout ce que nous avons fait parce que pour nous c'était un défi à relever. Beaucoup d'entre vos détracteurs et certains observateurs estiment que vous avez fait tout ce que vous avez fait, comme vous venez de le rappeler, parce que vous bénéficiez de facilité, parce que vous êtes un cacique du pouvoir en place. C'est pour cela que les financements sont mis à votre disposition. Que répondez-vous à cela? Je vais vous dire, très cher Ali Yarasuba, je ne suis pas le seul cadre ou le seul cacique, comme vous dites, à être maire. À Bobo, c'est, Dieu merci, un maire RHDP. À Yopougon, nous avons un maire RHDP. À Agamé, nous avons un maire RHDP. À Nema, nous avons un maire RHDP. Et puis, bon, un peu partout à travers le pays. Après les dernières élections municipales et régionales, on peut dire que le RHDP a raflé la mise. Bien. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit à Cissé Bakongo. Vous ne bénéficiez pas de faveur du pouvoir? Fut-il directeur de cabinet du président du RHDP ou ministre conseiller spécial du président de la République, il n'y a aucune raison que ce soit à lui qu'on donne tous les fonds. Non, ce n'est pas ainsi que nous finançons nos activités. Nous finançons nos activités comme tout le monde. Voilà. C'est-à-dire comme tout le monde. Le budget de la mairie, nous utilisons la partie investissement du budget de la mairie pour faire des réhabilitations d'établissements, pour faire des travaux d'assainissement, des travaux de voirie. Le plus que nous apportons, d'abord, c'est faire en sorte que ces travaux soient effectués. Effectivement, que ces travaux soient effectués. Et pour nous en convaincre, nous sommes sur le terrain nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous bénéficions de l'appui, comme toutes les communes d'Abidjan, de l'appui du district, du gouverneur du district, que nous sollicitons à longueur de journée et qui nous aide également pour les travaux d'assainissement et les travaux de voirie. Si vous l'interrogez ou bien vous interrogez ses collaborateurs, ils vous diront que avec le maire de Koumassi, on n'arrive même pas à respirer parce que c'est le cas. Je les appelle matin, midi et soir. Troisième source, c'est l'appui de l'État. Mais cet appui de l'État a été apporté à tout le monde. Hein. Voilà, ce qu'on appelle le pays désert. Le pays désert, c'est-à-dire un programme social. Hein, c'est un programme social. Koumassi en a eu, je crois même que Makori en a eu, Yopougon en a eu, et nous faisons en sorte tout simplement d'utiliser tous ces fonds qu'on met à notre disposition vraiment de façon efficiente. Nous avons fait 2 bibliothèques, 2 cantines, 10 toilettes publiques, ainsi de suite. Et puis le quatrième et dernier élément, ce sont les promoteurs privés. Les opérateurs privés que nous avons sollicités lors d'un forum qu'on a organisé le 21 novembre 2019 plutôt, à la Maison Blanche pour leur présenter toutes les potentialités dont regorge Koumassi, toutes les opportunités d'affaires qu'ils peuvent saisir. Et c'est à la suite de tout cela que vous voyez ce que vous voyez, parce que c'est dans le cadre du contrat de partenariat gagnant-gagnant que tout ce qui est fait est fait. Au sein donc des conventions, dans les conventions, il y a quand même des clauses assez exigeantes. Il faut que l'opérateur contribue non seulement
disons, à l'enlèvement des ordures, à l'aménagement des espaces, mais également à l'embellissement sur, en tout cas, son espace. Donc voilà comment nous faisons nos travaux, mais peut-être que cela n'aurait pas suffi si nous n'étions pas sur le terrain. Nous sommes sur le terrain de jour comme de nuit. Quelle est votre plus grande satisfaction aujourd'hui à la tête de la commune de Koumassi? Ma plus grande satisfaction, c'est le grand carrefour de Koumassi. Où il y avait un désordre orchestré notamment par le syndicat de transport routier. Un désordre vraiment à l'état de vraiment un désordre chaotique. Ça a été quoi la solution? La solution, c'était tout simplement la volonté et la détermination. La volonté et la détermination. Vous ne vous êtes pas laissé intimider? Non. Bon, je ne sais pas si certains pensent que je suis intimidable. En tout cas, moi-même, je considère, je sais que je ne suis pas intimidable. Donc, je suis allé au front avec nos jeunes. Nous avons fait le travail et tous les jeunes qui étaient là-bas, Dieu merci, ont été resocialisés, ont été recasés. Ils sont tous actuellement au marché Diakona. Chacun a eu une activité, justement dans le cadre donc, de l'appui de l'État du pays désert. Quand vous dites « nous sommes allés au front », il y a une légende à Koumassi qui dit qu'à la faveur des élections, notamment je pense qu'en 2013, Cissé Ibrahim Bakongo s'est présenté comme un hors-la-loi, qui défiait la loi, qui a même sorti un pistolet pour menacer quelqu'un. Comment vous réagissez à cela? Vous avez entendu cette histoire? Mais j'ai entendu cette histoire et c'est lui qui l'a... C'est vrai? Non, j'ai entendu cette histoire, c'est lui qui l'a conçu, se trouve à la mairie avec moi actuellement. Et c'est lui qui l'a dit devant tout le monde que cette rumeur vient de lui. C'était l'ancien directeur de cabinet de celui qui était là avant moi. Votre prédécesseur? De mon prédécesseur. Parce que quand je suis arrivé, je n'ai pas voulu toucher à une seule personne, à un seul travailleur. Tous ceux que j'ai trouvés sont restés. Et c'est lui donc qui a fabriqué cette rumeur, qui a conçu cette rumeur, passé, j'allais dire, comme à un confessionnal aux aveux. Il est venu dire qu'en réalité, c'est lui qui a conçu cette rumeur. Cissé Bakongo n'a jamais eu de pistolet, il ne s'est pas se servir de pistolet, et n'en a jamais eu, même dans son entourage média. Mon pistolet, c'est mon stylo. Je peux faire la même chose que certains font avec leur pistolet, je peux faire la même chose avec un stylo. Très bien. Voilà. Alors, dernière question avant que vous ne répondiez aux questions de nos internautes. Certains voient dans votre méthode à Koumassi, dans votre fonctionnement, une ambition qui se cache derrière la seule commune de Koumassi. On se dit, Cissé Bakongo fait tout cela à Koumassi parce qu'il aspire un jour à briguer la magistrature suprême. Vrai ou faux? C'est un raccourci très, très, très dangereux. J'ai été élu à Koumassi par la population de Koumassi pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'est une chose. Je m'y applique vraiment de façon déterminée, de façon acharnée. Alors, vous ne rêvez pas à la présidence de la République? Déduit des résultats que j'obtiens à Koumassi, que je veux briguer la magistrature suprême, bon, là, ça ne vous a jamais traversé l'esprit? Je suis militant d'un parti politique, le RHDP, qui fonctionne sur la base de statuts et règlements intérieurs, qui a à sa tête une direction, qui a à sa tête un président. Qui est traversé de part en part par la discipline. Et s'il advenait que le parti vous désigne, par exemple? C'est la même chose. Le parti m'a désigné à Koumassi pour être député, pour être maire. Je me suis battu, j'ai fait tout ce qu'il faut pour devenir député, pour devenir maire. Si le parti décide demain de me proposer à un autre poste, le parti va se donner lui-même les moyens de faire en sorte que je sois élu. Bien entendu, je ferai ma part aussi de gobe. Très bien. Si c'est Bakongo à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. La première question avec le concours de la réalisation nous vient de Kone Youssoufou Doumbia qui dit « Monsieur le maire, je ne comprends pas pourquoi la voie qui passe devant le commissariat et l'hôpital est interdite aux taxis-compteurs et taxis communaux. » Cette voie a été interdite aux taxis-compteurs et aux taxis communaux parce que les taxis que vous appelez les taxis communaux, c'est-à-dire les Ouro-Ouro,
provoquait dans cette voie un véritable désordre. Il y avait au dos de la mairie, du bâtiment de la mairie, une gare, juste une gare, voilà. Les syndicalistes étaient assis juste derrière. Nous avons décidé donc de faire en sorte que la voie qui passe devant la grande mosquée, à partir du carrefour de la grande mosquée pour arriver à la mairie, et celle qui commence par le carrefour, comment est-ce que vous appelez, de la pharmacie du Soleil, jusqu'à Giacouna, que ces deux voies-là ne puissent pas être empruntées par les taxis Orange et les taxis communaux, pour mettre un peu d'ordre, également pour des raisons de sécurité. Très bien. Tous les usagers de la mairie qui viennent là, que tout le monde, que les gens se sentent en sécurité. Sinon, ce n'était pas facile. Alors, je prends une question en direct tout de suite de Brahim Sanogo qui dit à quand l'adressage des rues de Koumassi? C'est un projet que vous avez en vue? Oui, c'est un projet que nous avons lancé. Mais est-ce qu'il faut parler d'adressage? Oui et non. En réalité, nous avons décidé de baptiser les rues. Voilà, des noms de personnalités célèbres qui ont marqué la commune, les maires, ainsi de suite. Nous, d'ailleurs, la voie qui passe devant le foyer des jeunes a été baptisée boulevard Ndoye Yapiremont. La voie qui passe devant la Maison Blanche, c'est Adou Salé, et ainsi de suite. La voie qui passe devant le marché Bouroubou. Non, pas ce marché. On a baptisé une autre voie du nom du tout premier maire. Voilà. Et donc, ce n'est pas un adressage. Il s'agit de baptiser. C'est un baptême de certaines grandes artères de la commune. Il s'agit de baptiser, ou en tout cas des dénominations de voies. D'accord. Voilà. Prochaine question d'internaute. Cette fois-ci, Yakou nous dit que devient votre amitié avec Guillaume Soro en l'état actuel des choses. Bon, vous avez déjà répondu, mais si vous voulez dire un mot là-dessus, sinon on prend la prochaine question. Ben non, en tout cas, je n'ai jamais été plus que d'autres amis de Soro Guillaume. Voilà, donc Soro Guillaume, comme je l'ai dit, je l'ai rencontré en tant que ministre dans le gouvernement qu'il dirigeait, aussi bien sous le régime de Laurent Gbagbo que sous le régime du président Alassane Ouattara. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que Soro Guillaume et les autres cadres de notre parti puissent nous éviter un certain nombre de situations. J'ai même, pour la petite histoire, enfermé un jour de 2007, Soro Guillaume et Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, dans la suite de Soro Guillaume, la suite 468, ils sont restés dans cette suite-là de 10h à 16h, et à deux, pas trois, il n'y avait pas une troisième personne. Quand ils sont sortis, l'un et l'autre m'ont dit merci. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, peut-être par naïveté, en pensant que je pouvais réussir là où des ambitions étaient tapis dans l'ombre. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Aujourd'hui, Soro Guillaume est sur sa voie. Je suis sur la mienne. La mienne, c'est le RHDP. Il faut que ce procès à sorcellerie qui m'est fait prenne fin un jour. Mais dans tous les cas, moi, j'avance. Je n'ai pas de compte à rendre de mes amitiés et des immunités à qui que ce soit. C'est cela. Alors, dernière question d'internaute, M. Jérôme Dadi. Félicitations, bravo, monsieur le maire. Mais j'ai une question. J'ai l'impression que vous avez oublié un quartier de votre commune, le quartier d'Ivo, à côté du centre de santé communal. Non, je n'ai absolument rien oublié à Koumassi. Nous allons de façon méthodique. Nous sommes en train de finir la SOGEFIA, et le reste c'est juste la voirie de la SOGEFIA. Mais nous attendons là non seulement le gouverneur du district, mais également l'État lui-même, puisque j'ai réussi à faire venir à Koumassi pour le bitumage de la SOGEFIA, les ministres Amédée, Isaac à l'époque, le Bennett, la Géroute. J'ai fait venir tout le monde pour sillonner donc ce quartier de la SOGEFIA, pour nous rendre compte que ce quartier de la SOGEFIA, bien qu'étant au centre de la commune de Koumassi, ressemblait à un gros village. Bien. Donc nous attendons le bitumage. Mais dans l'attente du bitumage de la SOGEFIA,
nous nous sommes déportés au 0,5. Au 0,5, où nous sommes en train où la semaine prochaine, nous allons commencer les travaux de construction de la piscine municipale. Une piscine vraiment digne de ce nom. Voilà, nous avançons ici. C'est seulement après que nous allons attaquer des quartiers comme Divo, mais aussi le campement. Le campement, pour le moment, nous avons juste réussi à faire financer le prolongement du boulevard du Gabon jusqu'à la lagune en traversant donc le campement. Pour le reste, nous allons d'abord nous concentrer sur ce que nous sommes en train de faire avant d'arriver sur ces deux quartiers. Toute dernière question, Cissé Ibrahim Bakongo, est-ce que vous caressez le vœu de vous faire réélire, en tout cas de vous représenter en 2023 pour la prochaine élection municipale? C'est une question piège. Pas du tout. C'est une question comme toutes les autres. Ben écoutez, en démocratie, c'est comme ça qu'il faut procéder. Vous voyez, en 2000, je crois, en 99-2000, lorsque le RDR, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, était en train d'écrire un projet de constitution pour contribuer donc aux travaux de la CCCE, le président de notre parti, Alassane Ouattara, a demandé qu'on inscrive un mandat d'une seule durée, 7 ans. Que 7 ans, en 7 ans, si on travaille, on peut vraiment apporter beaucoup dans le pays, qu'après 7 ans, c'est fini. Alors, nous tous, nous avons créé au scandale, mais sans avoir d'argument pour le convaincre. La seule personne qui a eu l'argument juste, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, qui a dit, mais écoutez, Monsieur le Président, mais quand vous avez fait un mandat, il faut venir vous présenter à ceux qui vous ont élu pour vous assurer s'ils sont satisfaits de votre mandat, de votre bilan ou pas. Donc, en démocratie, il faut au moins ça. Voilà, nous faisons des choses d'autres qui sont appréciées par certains et que d'autres désapprouvent. Il faut peut-être que nous venions nous présenter pour demander aux uns aux autres si notre bilan est bon ou pas. C'est une réponse purement politique. Ah oui, ben, écoutez, merci beaucoup. Puisque vous posez des questions politiques. C'est cela. Merci beaucoup. Cissé Ibrahim Bakongo, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à nos questions sans réserve? En tout cas, je ne suis pas sûr d'avoir satisfait tout le monde, mais ce dont je suis sûr, c'est que je n'ai pas fait de cachotterie. Merci d'être passé sur le plateau de Sans Réserve. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Sans Réserve. Merci beaucoup. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.